l'agroécologie, ce modèle qui pourrait présenter des solutions et apporter des solutions à la biodiversité, aux problèmes liés à la biodiversité, à la santé, et agir positivement sur le changement climatique en changeant radicalement de modèle agricole. Donc, ça nous intéressait, vous le comprenez, donc on a dit banco. Et on a pensé qu'une bonne idée, ça se partage, donc on a invité Xavier Poux, et voilà, on va commencer. Ensuite, il y aura une table ronde où on essaiera de parler de voir quels sont les freins à la mise en place d'un tel système et les leviers actionnés, bien évidemment, puisqu'il en a été question tout ce matin. Voilà. Donc c'est maintenant. Merci. Merci beaucoup. Bon, alors, je ne sais pas si ça s'entend, mais je suis à peu près à 50% des capacités. C'est très bien qu'il y ait cette configuration de salle, parce que sinon, je pense que je peux vous décimer tous avec les miasmes que j'ai. Mais je vais quand même, je pense que je vais y arriver à tenir. D'abord, merci de l'invitation. Pour moi, c'est très important d'être dans des collectifs comme les vôtres. Je suis désolé, je ne pense pas que je vais apporter des solutions à toutes les questions. Il faudrait quand même tout de suite dégoupiller ça. Moi, je suis ingénieur agronome. Je travaille dans un bureau d'études et de recherche qui s'appelle ASCA, application des sciences de l'action. Ça fait 30 ans que je travaille sur les dossiers agriculture, gestion des ressources naturelles, les territoires, avec des analyses, une formation aussi d'agroéconomiste. Et donc avec une optique assez sciences sociales, de comprendre ce qui se passe au niveau des territoires. Et donc ça fait plus de 30 ans que je travaille dans la même boîte, parce que c'est une super boîte. Et j'ai fait pas mal d'études de terrain. Et puis, quand on travaille sur l'agriculture, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez évident, c'est que très très vite, on a beau bosser au niveau hyper local, on est tout de suite happé par des considérants qui sont mondiaux. Et l'exemple que je voudrais donner, c'était une étude qu'on avait faite sur la protection des périmètres de captage. Et on va se dire, les périmètres de captage, s'il y a bien un truc qui est local et qui n'est pas compliqué parce que c'est ponctuel, etc., c'est ça. Et les périmètres de captage, comme vous le savez, c'est les maires qui ont la responsabilité de leur protection. Puis les maires, quand on a fait cette étude, c'était une étude pour les réseaux d'agences de l'eau et de syndicats de rivières qui interviennent sur ces questions-là. Et on a fait des entretiens. On s'est aperçu d'une chose, c'est qu'en fait, les maires, ils sont très vite dépossédés, ils ne savent pas trop ce qui se passe, et ils ont une espèce d'autocensure à se dire, ah bah oui, on sait que pour protéger la ressource en eau, il faudrait passer le périmètre de protection en agriculture biologique ou en prairie, etc. Mais si on fait ça, quand même, est-ce qu'on ne va pas être un peu traître à la cause de « il faut nourrir le monde ». Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des idées qui se posent sur un point de vue assez stratosphérique et théorique, d'une certaine manière, mais qui ont des conséquences extrêmement concrètes sur le terrain. Donc moi, dans ma carrière, j'ai commencé par des études de cas, etc. Puis après, on remonte assez vite, on se dit, ah ouais, mais ce qui détermine l'avenir des exploitations agricoles, c'est leurs revenus. Donc on arrive à la politique agricole commune, on arrive au débat d'idées, etc. Et donc, il faut toujours jouer à différents niveaux. Donc je pense que vous connaissez tous le proverbe « penser global, agir local ». Et là, je pense que votre collectif en est une expérience. Mais moi, je propose, et je pense qu'il faut absolument l'inverse, c'est-à-dire penser local et agir global aussi. D'ailleurs, tout le titre, on a discuté hier, sur l'Europe agroécologique. Alors l'Europe, ça va vous paraître, et moi ça me paraît aussi très très loin, mais ce que je pense quand même, c'est que même si c'est très très loin, il faut aborder ce niveau-là, parce que sinon, on va très vite se heurter au mur. Si on est sur le débat de l'agriculture, qui est celui que je connais bien, quand un agriculteur productiviste en France dit « Ok, vous voulez que je produise moins, mais si je produis moins, on va importer du porc de merde de Pologne ou d'Ukraine », il a raison. Il a raison. Et ça, on ne peut pas lui donner tort là-dessus. Donc ça veut bien dire qu'il faut articuler différentes échelles de pensée. En tout cas, c'est ce que je pense.
Alors, le TIFA, 10 ans pour l'agroécologie, c'est en anglais, c'est 10 years for agroecology, parce que en Europe, on parle anglais, et que d'emblée, cette étude, elle se voulait avoir cette portée. Voilà. Alors, comme je suis loin de mon PowerPoint, je vais... voilà, j'ai une assistante, dont je ne connais pas le prénom. Agnès. Agnès, merci, qui va user son petit doigt, parce qu'il y a plein de diapos. Alors, donc, si je suis là, c'est, je pense que j'ai été repéré par les travaux qu'on a fait sur cette modélisation. Alors, le mot modèle, il est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a à la fois, vous allez voir un modèle, je pense que je vais essayer de raconter quelque chose sur qu'est-ce que ça pourrait être produire et se nourrir en Europe en 2050, mais c'est aussi un modèle au sens assez hard du terme. Alors c'est pas un super modèle, mais enfin c'est quand même un beau tableur Excel avec je pense une vingtaine de feuillets qui se renvoient les uns aux autres. On a essayé de répondre à cette question, l'agriculture biologique, pour répondre à monsieur le maire là, qui se dit est-ce que je suis irresponsable si je promeus l'agriculture biologique sur 5 hectares de ma commune. Bon, évidemment, vous voyez la boutade, mais vous voyez aussi le cadre de pensée dans laquelle il s'inscrit. Donc, on s'est posé la question, ok, prenons au sérieux cette question et testons l'hypothèse d'une transformation de l'agriculture européenne qui serait agroécologique, et c'est ce que je vais vous raconter, chiffre à l'appui. Est-ce que ça produit assez? Parce que, autre chose qui me semble très important dans ma carrière, c'est que moi, ça fait encore une fois 30 ans que j'ai commencé à bosser en 92. Donc 92, réforme de la PAC, sommet de Rio, c'est vraiment le moment où les problématiques agriculture-environnement viennent de bien plus loin en fait, hein, viennent des années 60-70, mais en 92, il se passe des choses d'institutionnalisation de ces questions. Et ça fait 30 ans qu'il y a tout un discours qui dit on peut concilier environnement et productivisme avec des bonnes pratiques. Et ça fait 30 ans qu'on voit que ça ne marche pas, que c'est du pipeau. Donc la question c'était de se dire, eh ben, il faut déconstruire derrière cette question d'un besoin de production qui s'imposerait, si on produit moins, on a l'impression que c'est la fin du monde, eh bien, allez déconstruire ça. Mais une fois qu'on a dit ça, si l'agroécologie produit 10 fois moins, effectivement, il y a un problème. Il ne faut pas se la raconter. Donc, c'était ce travail d'essayer de quantifier, d'apporter des éléments de réponse, parce que les chiffres et la modélisation, ça porte aussi dans le débat. Et de toute manière, je pense que c'est une question vraiment importante. Donc, il y a cette étude de 2018 qui raconte tout ça, qui a été assez bien reçue, donc coécrite et co-faite avec mon complice Pierre-Marie Aubert, qui travaille dans une fondation de sciences politiques qui s'appelle l'IDRI, qui a été tellement injoignable que c'est moi que vous avez en deuxième couteau. Enfin, c'est ce qu'elle m'a expliqué, mais je lui en veux pas et je vous en veux pas du tout. Et puis, Agnès, merci. Donc, suite au bouquin, il y a une fondation suisse, comme quoi il y a de l'argent suisse sale qui fait des bonnes choses. Et ils se sont dit, maintenant, il y a quelque chose, une fondation qui s'appelle la Fondation Prima. Je crois que le fric doit venir du pétrole. Mais c'est une fondation avec des gens qui aiment vraiment la biodiversité. Ils ont dit, nous, on a l'impression que ce qui est fait dans ce travail de TIFA, c'est le seul scénario, et je pense que c'est vrai, qui part vraiment de la biodiversité. Et donc, ils ont payé, ils nous ont payé, ils ont subventionné Actes Sud pour qu'il y ait un bouquin qui sorte. Et ce bouquin, il est en vente, mais il essaye d'aller plus loin que l'étude de 2018, qui était assez techno. Hein. Si vous y allez, vous allez avoir des tableaux de chiffres, des trucs d'hypothèses. Là, on a essayé de faire une version qui soit grand public, et pour moi, c'est le must qu'on puisse faire. Sauf que quand on arrive à faire un livre qui parle à tout le monde, c'est qu'on a vraiment réussi son truc. Donc, je crois qu'on y arrive. Et ce livre, il aborde aussi des questions plus socio-économiques et politiques qu'on n'avait pas pu développer dans le tube. Donc voilà d'où je vous parle. Alors, c'est une prospective. Donc pour la digestion, c'est pas terrible parce que ça plane un peu, donc je vais quand même essayer de vous accrocher un minimum. Et la prospective, qu'est-ce que c'est? C'est un drôle d'exercice parce qu'on se dit, qu'est-ce qui pourrait arriver? Donc c'est des conjectures, c'est un exercice intellectuel très spéculatif, mais qui se veut le plus rigoureux possible. Et dans Agnès, on s'inscrit dans un contexte
où il faut voir que les prospectives, c'est du pouvoir. Parce que quand on fait des propositions sur l'avenir, je pense d'autant plus dans la période actuelle où il y a quand même, c'est très 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 compliqué de savoir à la fois de quoi il faut parler. Qu'est-ce qu'on, dans notre jargon, on dit qu'est-ce qu'on met à l'agenda. Qu'est-ce qui est le plus important? Le climat, la biodiversité, le revenu, la santé, le pouvoir d'achat, etc. Et forcément, on problématise, on hiérarchise, etc. Deuxièmement, quand on fait de la prospective, ben forcément aussi on simplifie, parce qu'on ne peut pas parler de tout, donc on fait des choix, etc. Et donc ces prospectives, c'est des formes de pouvoir qui influencent les décideurs et sur lesquelles il y a des tas de politiques publiques qui sont prêtes et qui sont faites et qui sont, on se réfère à tels travaux. Bon, pas la peine, la plus connue, c'est quoi? C'est GIEC. Voilà, ça c'est vraiment l'exemple de prospectives qui ont eu des impacts politiques majeurs. Alors après, les effets sur le terrain, il y en a, c'est pas, il faut pas se leurrer, il y a des choses qui ont été faites à ce temps-là, mais voilà, pour illustrer ça. Et Agnès, si je suis sur ce champ-là, moi je m'aperçois qu'en matière d'agriculture et d'environnement, il y a une réduction, en fait, ce qui est archi dominant, c'est de se dire, finalement, l'enjeu principal pour l'agriculture, c'est la neutralité carbone. Et là, vous avez tout un champ, alors je peux vous dire qu'en termes de modèle, ça y va, hein, c'est beaucoup plus balèze que notre tableur Excel. On a une chercheuse qui m'a fait pour moi le plus beau compliment sur notre modèle, elle a dit, c'est un niveau de complexité intermédiaire. C'est-à-dire que c'est pas simpliste, mais on comprend encore ce qu'il y a dedans. Le modèle, parfois, non, c'est rien, parfois les chercheurs ont du mal, mais ils sont très forts, hein, je suis jaloux d'eux, mais parfois je pense qu'ils ont du mal à savoir ce qu'il y a même dans leur propre. Bon, donc, je clôt cette parenthèse, mais évidemment, ça, si je la fais là, c'est que cette publication s'appuie sur beaucoup d'exercices de modélisation. Et donc, comme je vous le dis, la problématique, c'est la neutralité carbone. Donc, le must que puisse faire un système alimentaire, c'est d'être neutre en carbone. Bon, évidemment, vous allez commencer à vous dire, attends, c'est quoi ce mec? Il est en train de me dire que le carbone, c'est pas important. Alors, je suis en train de vous dire, si, c'est important, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et que, à mon avis, ça peut amener à des décisions qui sont assez problématiques. Et, alors, Agnès, merci. Bon, c'est logique, c'est une publication sur le carbone. Alors, le petit test, là, à votre avis, le mot biodiversité ou nature, combien de fois dans cette publication? 0, 8, allez, c'est entre les deux. Je crois que c'est 2 témoins, Agnès. Ouais. Alors, vas-y, encore. Une fois, non, je me souviens même. Bon, donc, quand je vous dis que les prospectives, c'est des questions de mise à l'agenda, etc., encore une fois, c'était pas l'objet de cette... On va pouvoir me dire, je fais un mauvais procès, c'est pas l'objet de cette prospective. Mais je pense que c'est un bon procès, parce qu'en fait, cette prospective, après, encore une fois, je vous dis, elle va être utilisée et elle cadre des systèmes de pensée, comme le productivisme cadre des systèmes de pensée. Agnès? Alors, où est le problème? Bon, parce qu'encore une fois, je ne suis pas pour que le climat explose. Ce n'est pas du tout mon propos. Alors, voilà, Agnès. Alors, déjà, parce que si on pense comme ça, on peut arriver à des choses qui sont quand même assez problématiques. Avec, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ça, ben ça en bon français, ça veut dire, si vous voulez vraiment bousiller le climat, développer l'agriculture biologique. Alors pourquoi, à votre avis? Oui, alors je vous vois faire cette tête-là. Pourquoi? Ben, le raisonnement il est très très simple. C'est que l'agriculture biologique, les rendements sont moindres, c'est vrai. Donc, si vous... Alors, ce qui est toujours l'implicite qui n'est jamais dit, si vous voulez la même chose qu'aujourd'hui, en volume, ok, et bien là, vous allez avoir besoin de plus de terre. Et si vous avez besoin de plus de terre, vous déforestez, donc vous bousillez tout. Donc, bah oui, là, règle de 3, pas de problème. Mais enfin, bon, on voit bien quand même les limites du raisonnement. Alors, Agnès, vous allez entendre Agnès beaucoup, autant de fois que le mot carbone dans la publication. Donc la problématique vraiment de beaucoup de ces scénarios qui traitent ça, c'est d'optimiser la baisse des émissions de gaz à effet de serre, et Agnès s'est encore appuyée. Et donc, c'est pas très souvent, pratiquement toujours,
on dit le meilleur moyen de faire ça, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la théorie du land sparing, land sharing, pour ceux qui suivent un peu le débat, mais il y a tout un courant de pensée qui est développé dans le monde académique et de la recherche appliquée, qui dit en fait l'accroissement des rendements c'est la meilleure assurance vie à la fois pour le climat, parce qu'on va pouvoir produire beaucoup de biomasse qu'on va pouvoir mettre dans les circuits d'énergie durable, et deuxièmement ça va libérer des terres. Quand vous voyez une publique où il y a comme libérer des terres, moi je commence déjà à... Enfin bon, pourquoi pas, après tout, d'un point de vue intellectuel, on peut quand même accepter le truc. Et libérer des terres, ça va permettre de soit faire de la biodiversité, en théorie, soit des cultures énergétiques, ou de la forêt énergétique, etc. Donc on est vraiment dans une pensée très mécaniste, quoi. Là, c'est vraiment les physico-chimistes qui ont le pouvoir là-dessus. Alors, les hypothèses de rendement, à chaque fois, c'est le progrès génétique. Le mot pesticide, en fait, évidemment, il n'est pas prononcé, mais c'est un implicite. Le mot irrigation, il ne va pas être prononcé, ou alors ce sera toujours une irrigation durable, etc. Donc, en fait, toutes les conditions qui sont problématiques derrière l'intensification, elles sont complètement invisibilisées dans ces scénarios. Et Agnès va à nouveau appuyer. Et surtout, et alors vous allez dire, ça va être un peu bizarre, je pense qu'on pourra avoir un débat là-dessus, quand je vous dis qu'il faut libérer les terres, en général, les premières terres qui sont libérées, d'un point de vue climatique, c'est les terres qui sont utilisées par des ruminants, et c'est double gain, parce que, les ruminants, comme ils émettent du méthane, c'est un puissant gaz à effet de serre, et c'est la catastrophe. Et deux, un ruminant, ça utilise beaucoup de terre pour produire du lait et de la viande de manière pas très efficace. Donc, encore une fois, d'un point de vue comptable, ça paraît assez logique. Et donc, si vous allez au bout des hypothèses de ces scénarios, faut sortir tous les ruminants de la Terre. Et donc là, ça j'ai déjà dit sur... c'est mon problème d'être loin de mon ordinateur, parce que sinon je vois l'ordre de la suivante. Mais c'est pas grave, c'est pas une critique contre toi, c'est juste une critique contre moi. Alors, cette problématisation, encore une fois, elle est compréhensible, je pense qu'elle s'entend, mais moi j'aime bien ce graphique, donc voilà, alors, j'ai fait un test antigénique, j'ai pas le Covid ce matin. Bon voilà les différents enjeux, donc lavez-vous les mains, ça veut dire en bon français encore une fois, lavez-vous les mains et tout ira bien. Et vous avez les vagues du Covid, de la récession économique, du changement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Et moi, c'est vrai qu'on a des valeurs, je les mets tout de suite sur la table. Je pense que l'effondrement de la biodiversité est la menace absolue qu'on peut avoir sur la Terre. Si on réfléchit bien d'ailleurs à pourquoi il faut lutter contre le changement climatique, parce qu'il faut lutter contre le changement climatique, c'est pour éviter que le vivant disparaisse. Et si je dis ça, c'est que moi, ce que j'ai constaté sur ma carrière, sur les biocarburants, et on va en parler sur la méthanisation, on est capable d'avoir des raisonnements en disant, pour protéger la biodiversité, à long terme, il faut la bousiller à court terme. Non, ça c'est un raisonnement que moi je ne peux pas accepter. Alors après, au cours du temps, vous allez voir, effectivement, le changement climatique, c'est super grave, mais il faut intégrer les enjeux, il faut absolument les mettre en place. Ce schéma, il est un peu choquant, parce qu'il établit une hiérarchie qui n'a pas vraiment lieu d'être. Enfin, en termes écologiques, en termes économiques, ça, je suis complètement d'accord avec le truc. En termes écologiques, les deux enjeux sont importants. Mais dans le débat actuel, tel qu'on le voit, et tel que ça a des conséquences politiques et pratiques sur la vision, de la manière de cadrer les enjeux, je peux vous dire que c'est plus important de taper fort sur la biodiversité que sur le climat. Sur le climat, je pense que tout le monde est déjà au carré là-dessus. Sur la biodiversité, on parlait ce matin du fait qu'il y avait des enjeux qui n'étaient pas assez représentés. Moi, je pense que c'est le... Alors, on va en parler de la biodiversité. Agnès... et je veux rappeler des chiffres, je ne vais pas vous demander de tout lire, mais je pense que vous les connaissez tous, l'indicateur du pare-brise qu'on a tous connu avec, je pense qu'avant ici, pour venir à Angoulême en faisant 50 km, il fallait laver 3 fois son pare-brise. Maintenant, il n'y a plus de problème. Moi, je trouve que cet été, ça a été un peu... mais vous voyez quand même cet effondrement des insectes, avec des pertes de biomasse qui sont complètement délirantes. C'est-à-dire qu'on parle de 3 quarts, 20 ans, 30 ans. Quand on réfléchit, c'est vraiment choquant. C'est vraiment...
Pareil pour les oiseaux. Donc Agnès, ça va être là, voilà, sur les insectes. Bon, c'est alarmiste, mais oui, c'est alarmiste, parce que potentiellement, c'est très grave. Puis là, je vous parle de ce qui se passe au-dessus du sol et qu'on le voit, parce qu'il y a un côté sensible. Mais je ne sais pas si vous connaissez Marc-André Sellos, qui est amateur sur les sols, qui dit des choses très intéressantes, 100% d'accord avec tout ce qu'il dit, mais à 95% il dit des choses. Et lui il prend l'image, que je vais reprendre, du fait que le réseau trophique dans les sols, avec les bactéries, les champignons, qui est d'une richesse incroyable, c'est comme un filet sur lequel on tire, c'est-à-dire que ça tient. Pour l'instant, il prend cette image, les sols agricoles français, ils tiennent. Mais ils sont sous pression, et quand ça pète, ben, on en parlait à midi, tant que ça tient, en 2-3 ans, je ne sais plus, je cherche, bon, voilà, on voit une table, en 2-3 ans, on peut avoir des trucs qui reviennent. Mais une fois que votre sol il est gousillé, ben, là, c'est pas 2-3 ans, ça reviendra pas. Donc il y a des enjeux de rupture écologique que la diapo suivante, si je me souviens bien. Ah non, ça sera donc, tout ça pour dire, alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu, vous êtes familier de ce thème des limites planétaires. Il y a des écologues qui se sont posés la question de... Ben, il y a plein de thèmes qui sont sur la table. Est-ce qu'on peut établir une hiérarchie? Alors ça vaut ce que ça vaut. Hein, je pense que c'est de la science de mise à l'agenda. On pourra critiquer les détails méthodologiques. Bon, ce que je pense, c'est que ça dit quand même, alors comment c'est fait, ça, ils regardent les méta-analyses, ils regardent toutes les études qui sont faites, ils disent, ben voilà, quels sont les thèmes sur lesquels on peut considérer qu'au niveau terrestre, il y a une charge critique qui est au-delà de ce que le thème peut supporter. Vous avez tous entendu parler du jour de dépassement de la planète, c'est ce raisonnement, mais il est émis. Alors, un code couleur extrêmement sophistiqué, en vert ça va, en rouge ça craint, et en jaune c'est entre les deux. Et vous voyez qu'il y a trois thèmes sur lesquels ça craint vraiment. Alors ça date de 2017. Ça a été réactualisé, oui, bon bref, j'étais un petit peu flemmard. Ça a été réactualisé en 2023. Le changement climatique a évidemment augmenté. D'ailleurs, ça va assez vite, mais les autres thèmes n'ont pas bougé. Novel Entities, en français, ça s'appelle pesticides, plastique, PCB, etc. C'est ça que ça veut dire. C'est tout ce qu'il y a dans l'environnement qui n'existait pas il y a 100 ans. Et donc, mais quand même, par rapport à l'agriculture... Alors, et l'agriculture, ce que j'aime bien, c'est pour ça que je le mets quand même, parce que je n'ai pas la récent avec les petits points. Et les petits points, c'est les thèmes sur lesquels l'agriculture a une contribution spécifique. Et donc, ce que vous voyez, c'est que, la biodiversité, c'est quand même le gros problème, donc on est d'accord, on est raccord sur la grosse vague. 2, le cycle de l'azote, donc les flux biogéochimiques nitrogen, c'est l'azote. Les flux d'azote, c'est aussi un énorme enjeu. Alors ça, on n'en parle pas beaucoup. Alors que je ne sais pas si vous avez sans doute entendu parler d'eutrophisation. Alors l'eutrophisation en milieu terrestre, elle n'est pas tellement causée par l'azote, elle est beaucoup plus causée par le phosphore. Mais en milieu marin, c'est l'azote qui est le facteur déclenchant. Les algues vertes en Bretagne, c'est l'azote. Or, là, on est sur des enjeux qui sont à extrêmement long terme et qui touchent la vie des océans. Donc voilà pourquoi un thème qui peut paraître... Parce qu'objectivement, les nitrates, si on n'est pas un nouveau-né, si on n'est pas une femme enceinte, etc., en termes de santé, c'est pas... enfin, moi, d'après ce que je comprends, c'est pas si grave que ça. Alors, le vrai sens de la directive nitrate, c'est les océans. Et c'est un thème extrêmement sérieux. Je ne veux pas dire que c'est pas jouer sur le truc santé, mais j'alerte sur pourquoi c'est important l'azote. Ah oui, parce que, évidemment, les nitrates, c'est l'azote. Et le cycle du phosphore, alors, sur lequel je dois dire que je suis beaucoup moins calé, il y a peu de gens qui sont calés en vérité, parce que c'est un cycle qui est très long, qui est très compliqué, mais là qui est identifié comme étant problématique. Donc vous voyez que c'est 3 thèmes sur lesquels l'agriculture a une contribution absolument majeure. Le changement climatique, alors il y a tout un débat, là ça doit représenter à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Mais bon, moi ce que j'en tire, et ça me semble quelque chose de relativement plaidable d'un point de vue au moins intellectuel, c'est que
il vaut mieux, enfin de toute manière, je ne vais même pas dire comme ça, je vais m'arrêter. Voilà, bon. Et la suite, Agnès, merci. Et donc, bon, ça j'ai déjà dit, et ça, sur pourquoi la biodiversité, c'est quand même important. Alors, je vous parlais du sol qui est une maille qui peut se casser la gueule. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce cas super intéressant du premier produit agricole mondialisé, qui est la morue. La courbe, en fait, elle commence dès le XVIe siècle, en vérité, les exploits de morue, etc. Et cette courbe, elle montre quelque chose qu'on va voir, que j'ai présenté hier au lycée agricole où je suis intervenu, et quelque chose qui fait quand même beaucoup penser à l'agriculture. Alors ça, c'est la courbe des prises, des tonnes de morue qu'on a pu pêcher au cours du temps en terre neuve. Bon, à partir des années 50-60, c'est là où il y a un parallèle avec l'agriculture, c'est qu'il y a une forme de modernisation des flottes de pêche, avec un moteur diesel qui permet d'aller beaucoup plus vite, des radars, des sonars, etc. Donc des prises qui explosent. Puis on arrive dans les années 70, quand même, une grosse chute. Alors cette grosse chute, évidemment, c'est la surpêche. Alors, réponse du gouvernement canadien, on interdit à tous les pavillons non canadiens de pêcher dans les eaux territoriales, et on va équiper notre flotte de manière à être plus efficace dans ce qu'on pêche. Ça vous fait quand même un petit peu penser à quelque chose. Ça marche pendant 10 ans, et 92, il n'y a plus de morue. Il n'y a plus de morue. Et 2024, pardon, il n'y a plus de morue. Donc là, c'est exactement ce que je vous disais. Là, il n'y a plus de question d'écologie contre économie, ou de choix à faire entre du développement durable, on va essayer d'arbitrer, etc. Pourquoi on est arrivé à cette situation-là? C'est précisément parce que on s'est dit, alors les scientifiques, hein, dès les années 60, ils voyaient très bien ce qui se passait. Ils le savaient très bien, les écologues de la mer. Ils parlaient, il y avait des alertes, etc. Mais vous vous mettez à la place du gouvernement français, pardon, canadien, excusez-moi, je me fais un lapsus. Il se dit, bah ouais, mais j'ai ma flotte de pêche, j'ai toute la filière là-dessus, il ne faut pas que je peux faire n'importe quoi. Et la réponse des années 80, c'est une réponse technofixe. Au total, on a absolument tout perdu. Donc ça, je pense que c'est vraiment un exemple américain. Et il y avait une expo au musée de la Marine sur ce thème exactement, et ils interrogent des marins pêcheurs qui sont au chômage, quoi, et qui étaient encore en train de pêcher. 10 ans avant, ils pêchaient, c'était énorme, et ils disent, ouais, quand même, on voyait bien qu'on faisait des conneries. Ok, on avait de plus en plus de tonnes, mais les morues étaient de plus en plus petites, et les mers qui sont la morue, il faut des mers qui sont, plus elles sont vieilles, plus elles pondent d'œufs, etc. Et donc on voyait qu'on n'avait plus de mers âgées, et donc on était en train de tirer sur la corde. Donc quand c'est arrivé, en fait, ils n'étaient pas si... Donc là, ça fait quand même aussi réfléchir sur des logiques, enfin ça fait un peu peur en fait, hein, sur des logiques qui peuvent être à l'œuvre, ou a posteriori, on voit très bien que ça pouvait arriver et qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour prévenir une catastrophe. Agnès, merci. Alors, sur ce thème-là, merci d'appuyer encore, je suis désolé. Une courbe aussi qui fait réfléchir, qui est celle de l'évolution du rendement du blé en France depuis très longtemps. Ben, ça fait un peu, alors c'est pas tout à fait la même courbe, mais ça fait un peu penser à la morue. Je pense que si on mettait le rendement aujourd'hui, on serait encore plus bas. Je crois que ça doit être 40% plus faible. Cette courbe-là, moi quand je dois dire, je suis agronome, hein. Quand je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps, j'étais assez surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Pour moi, on était quand même encore sur un progrès qui se faisait, oui, certes, qui s'est érodé, mais là, ce que ça montre, c'est que, 1, ça stagne, et 2, ça varie de plus en plus vite. Donc, on a quand même des indicateurs qui sont... je pense qu'au ministère de l'Agriculture, ils n'ont pas intégré ça. Je pense que beaucoup d'agriculteurs n'ont pas intégré ça. Et moi, en tant qu'agronome, je n'avais pas intégré. Hein. Avant de savoir, on ne sait pas. Donc voilà, ça fait effectivement, réfléchir. Et sur les causes qu'il y a derrière ça, on peut évidemment multifactoriel, c'est très compliqué. Alors cette courbe, elle est tirée de l'Académie d'agriculture. Alors c'est extraordinaire. La cause de pourquoi les rendements stagnent, c'est à cause de la PAC et du fait sur les engrais et les pesticides.
C'est parce que maintenant, on interdit d'utiliser les pesticides. Alors, les mecs de l'Académie d'agriculture, on se demande où ils sont allés. Bon, plus sérieusement, évidemment, les causes qu'il y a derrière, c'est effectivement du changement climatique, mais il y a quand même pas mal d'écologues qui se posent la question de est-ce que c'est pas aussi les dysfonctionnements à la fois des sols et des écosystèmes. Hein, Vincent Bretagnol, qui n'est pas très loin, il a montré des choses qui sont assez similaires à des échelles paysagères et sur des interactions à ces échelles. Donc là, ça fait réfléchir. Et alors, est-ce que j'ai... Oui, je me souviens de ça. Donc, le petit truc sur les insectes que j'ai montré tout à l'heure, je pense que moi, en tout cas, je me dis c'est peut-être quelque chose de similaire aux pêcheurs de Terre-Neuve, quand ils voyaient qu'il y avait quelque chose qui commençait à déconner et qu'ils n'ont pas été surpris après. Eh ben, quand on se dit on a perdu 3/4 de la biomasse d'insectes en 25 ans, il se passe quelque chose de peut-être aussi grave que les morues qui deviennent de plus en plus petites et des mers qui disparaissent. J'ai pas une boule de cristal, je ne sais pas si un seul écologue est capable de modéliser ça. Moi, ça me fait peur, je vous fais peur, et le but, c'est pas de vous faire peur, mais c'est de faire peur à d'autres personnes qui sont en dehors de cette salle, c'est de porter ça. Je ne sais pas si j'ai raison, je ne pense pas que le modèle sera celui de la morue, parce que c'est des choses qui sont très différentes dans pas mal de fonctionnements, etc. Mais au moins, conceptuellement, se dire, ah ouais, il faut peut-être déjà, sortir de l'idée que les rendements continuent d'augmenter. Si je dis ça, c'est qu'il y a 3 semaines, il y a une super prospective qui est sortie en Allemagne sur exactement les sujets, enfin nos sujets, et quand on lit les hypothèses, on lit les rendements continuent d'augmenter. Continuent d'augmenter, attends, t'as regardé ce qui se passe? Non, c'est pas ça qui se passe, c'est l'augmentation des rendements, c'est une hypothèse de rupture aujourd'hui. Une hypothèse de rupture, c'est pas une continuité. Enfin, c'est important de le dire. Donc, voilà un peu le message. Agnès, merci. Alors, maintenant un petit prêchi-prêcha sur la biodiversité, parce que je n'ai pas arrêté de dire que c'était important, etc. Alors, ce matin, on parlait de choses artistiques, etc. Moi, je pense que la biodiversité, c'est hyper compliqué ou très simple. Alors, je préfère l'option simple. C'est que quand on a, nous, des rapports avec la biodiversité, on sait... alors, il y a déjà... Excusez-moi, je vais préciser les choses. La biodiversité, en Europe et dans le monde, en gros, il y a 2 grands types d'écosystèmes dans lesquels c'est cool. C'est les forêts et les milieux ouverts. Donc, il faut les deux. Une biodiversité, là, je refais ma petite critique, où quand vous avez des prospectives qui disent on va libérer des terres pour transformer les prairies en forêt, c'est une perte énorme de biodiversité. Parce qu'on perd la biodiversité des prairies. Et cette biodiversité des prairies, c'est la biodiversité des milieux ouverts. Et un milieu ouvert, c'est un milieu qui reçoit plein d'énergie du soleil, à la différence des forêts, où c'est la canopée. Et cette énergie solaire, elle booste, booste les plantes. Alors il faut qu'il y ait un peu d'eau, il faut irriguer, parce que sinon ça ne pousse pas, comme chacun sait. Mais cette énergie solaire, notamment, elle permet le développement de plantes qui sont très exigeantes en énergie, pour aller capter l'azote de l'air, pour le mettre dans l'écosystème. Ces plantes, ce sont les légumineuses. Donc les écosystèmes les plus riches en légumineuses, c'est les systèmes ouverts par rapport aux forêts. Alors après, je vais pas... J'adore les prairies, je connais moins les forêts. Je ne vais pas dire que la biodiversité des prairies, c'est mieux que la biodiversité des forêts. La biodiversité des forêts, vous avez des tas de champignons, vous avez des tas de trucs, c'est pour ça que c'est cool. Mais la biodiversité des milieux ouverts, et en Europe, il se trouve que les milieux ouverts qui sont les plus intéressants, ce sont les prairies, et bien c'est cool aussi, quoi. Donc on ne va pas les sacrifier. Si on lit les chiffres d'effondrement des insectes, etc., les 2 causes qui sont absolument majeures derrière ça, c'est l'usage des pesticides et la disparition des habitats de ces insectes, et je vais en faire. Donc, quand je dis le côté concret, simple de la biodiversité, on voit bien que pour avoir des espaces de biodiversité qui sont riches, il faut des paysages de polyculture élevage, c'est ce qu'il y a en haut, et on voit qu'il y a des tas de composantes. Alors, on a parlé ce matin, moi j'introduis les prairies, les répicives, enfin il y a des tas de trucs qui sont très proches de ce que vous avez discuté ce matin. Vous avez vu, alors le dessin dégueulasse en haut, mais il y a une vache. Donc il y a du méthane, donc c'est le pire ennemi de la planète. Je suis désolé, elle n'est pas bien dessinée, mais c'est quand même ça. Vous voyez déjà que c'est un peu compliqué. Mais ce qu'il y a
à mon avis assez évident, mais qu'il est toujours bon de rappeler, c'est la notion de cortège d'espèces. C'est-à-dire que les insectes, c'est vrai que c'est quand même un bon indicateur de ce qui se passe, parce que les insectes, c'est au début d'une chaîne trophique, où vous avez les oiseaux, etc., les prédateurs. Donc, si vous voulez des insectes, ben, il faut une flore diversifiée, qui soit là à peu près toute l'année. C'est-à-dire que si vous n'avez qu'une seule période de floraison, ben, c'est quand même pas terrible. Hein. Le miel de colza, c'est bien, mais s'il n'y a que du colza dans un paysage, ben, les abeilles ne vont pas pouvoir survivre. Donc, et c'est là qu'on va retrouver quand même ces prairies, notamment parce que, notamment si elles ne sont pas fertilisées et pas exploitées de manière trop intensive, ou fauchées très tôt pour aller remplir des méthaniseurs, là vous aurez des insectes. Alors, je vais vous faire un... Ouais, bon, merci. Alors, ouais, je prends du temps, c'est un peu technique, mais j'espère que ça va vous intéresser. Je pense que c'est important d'avoir un principe. Parce qu'en matière de biodiversité, et là ça n'a pas l'air, mais ça a un lien avec la PAC, avec la politique agricole. La conservation de la biodiversité, si on la prend au sérieux, il faut considérer deux grands types d'espèces, que j'ai commencé un peu à évoquer par l'avant. Alors on distingue, c'est très simple, les espèces mobiles et les espèces peu mobiles ou immobiles. Donc les espèces mobiles, c'est la buse là, et les espèces immobiles, c'est tous les micro-organismes du sol. Et c'est une synthèse, mais que je trouve assez structurante, qui se dit qu'est-ce qui détermine la présence de ces espèces dans le paysage. Et vous avez deux facteurs, soit le type de paysage, est-ce qu'il est simple ou complexe, est-ce que c'est un champ de maïs de 500 hectares, ou est-ce que c'est 500 parcelles de 1 hectare avec plein de cultures différentes, etc. Et deuxièmement, est-ce que l'agriculture est intensive, c'est-à-dire est-ce qu'elle utilise beaucoup d'intrants chimiques à l'hectare ou pas. Alors, Agnès, merci. Et donc, il y a, voilà, c'est ce que je viens de vous dire, et il y a deux cas de figure. Alors, on appuie encore. Soit, pardon, il y a 4 cas de figure. On est intensif et simple. Voilà à quoi ça ressemble. On est intensif et complexe. Je crois que c'est dans cet ordre-là. Agnès. Ouais. Voilà à quoi ça ressemble. Soit on est extensif et simple. Agnès. Soit on est extensif et compliqué, et complexe, pardon. Voilà à quoi ça ressemble. Alors le paysage de gauche, on dit qu'il est simple, c'est juste une question de point de vue, parce que si vous vous penchez un petit peu et que vous allez regarder, c'est hyper complexe dans le détail. Mais bon, en termes d'occupation du sol, si vous avez des stats, ça sera STH, c'est-à-dire surface toujours nord, pour faire simple. Alors, Agnès, si je suis une buse, alors, encore une fois, ouais, je suis désolé, comme j'ai des trucs qui sont compliqués, j'utilise plein d'animations, normalement c'est moi qui appuie, parce que si vous prenez tout d'un coup, là vous dites, pourquoi Agnès très très sollicite. Si je suis une buse, où est-ce que je peux vivre? Je suis assez polyvalente, je suis assez ubiquiste, et je peux vivre dans pas mal de paysages, et notamment dans l'intensif complexe, je peux m'en débrouiller de ça. Alors quand je vous disais la PAC, pourquoi elle apparaît? Parce que la PAC, elle dit des choses minimales, mais elle dit des choses sur cette biodiversité-là de paysage intensif, avec les fameuses surfaces d'intérêt écologique, etc., qu'on va négocier à 7%, 4%, etc., le minimum possible. Mais ça a un petit effet sur cette biodiversité. Par contre, si je suis un micro-organisme du sol, merci, tu commences à deviner le déroulé quand même. Eh bien, il y a... merci, Agnès, voilà. Si je suis un micro-organisme du sol, la haie dans le paysage intensif, bah oui, je suis content si je suis sur cette haie, mais si je suis à 3 mètres de cette haie, littéralement, ça me fait une belle jambe. Je peux pas vivre. Donc, normalement, non, tu appuies dessus. Voilà, merci. Les paysages qui sont importants, c'est ceux qui sont extensifs. Et c'est là que je vais avoir vraiment cette biodiversité. Donc le message, il est assez simple. Le message, il est que si je veux vraiment préserver la biodiversité, il faut que je m'attaque, j'ai déjà dit, aux intrants, et notamment aux pesticides, et deuxièmement, aux formes de paysage, parce que l'usage ou le non-usage des pesticides est complètement déterminant sur les types de paysages et sur les types de pratiques que je vais pouvoir avoir sur ces paysages. Les deux sont liés. Donc si la perte des insectes et la disparition des insectes nous préoccupent, il faut mettre sur la table cette question des pesticides, c'est absolument incontournable. Alors on va passer
Ouais, je sais plus. Oui. Alors on va passer, je crois que j'ai déjà dit, voilà, ça j'ai déjà dit. Oui, j'ai parlé des pesticides, mais j'ai pas parlé des engrais de synthèse. Les engrais de synthèse, c'est pas terrible non plus pour la biodiversité, on en parle moins. Mais si dans une prairie, vous commencez à mettre 50 ou même 100 unités d'azote, je sais que c'est un message qui est un peu pénible pour les agriculteurs d'entendre ça en réalité. Parce qu'ils ont l'impression, et à juste titre, que c'est une fertilisation, c'est une intensification qui est assez limitée. C'est vrai, c'est pas énorme par rapport à ce qu'on peut faire. Le problème, c'est que la biodiversité, elle répond très très vite, et même avec des des doses assez faibles d'engrais, eh ben, votre diversité florétique dont je parlais, en fait, l'engrais, c'est un shoot, hein. C'est l'engrais de synthèse, c'est extraordinaire. Vous êtes une plante, vous prenez ça, c'est un shoot. Et donc, ben, celles qui s'en sortent le mieux, c'est celles qui sont les plus capables de valoriser le shoot, et donc elles éliminent les autres. Et donc, littéralement, pour donner des ordres de grandeur, vous avez une prairie qui n'est pas fertilisée, c'est 40, 50 fleurs facilement, hein, de fleurs. Une prairie fertilisée, même à 50-100, ça va être 4-5. Si vous fertilisez vraiment beaucoup, parce que c'est ce que vous voulez, de toute manière, vous n'aurez qu'une seule espèce de raiegras, parce que c'est ça que vous voulez. Donc l'engrais azoté, c'est pas terrible non plus. Bon, moi je suis un peu plus détendu du côté des engrais azotés, parce qu'on peut avoir des gestions différenciées de l'espace. Un agriculteur qui me dit j'ai besoin d'avoir une prairie de fauche parce que je veux nourrir mes vaches, si c'est sur 15 ou 20% de la SAU, c'est le Pérou. Donc voilà, il faut essayer de hiérarchiser un petit peu les enjeux et les contraintes. Et d'ailleurs, je ne vais pas parler d'irrigation parce que c'est pas au centre du truc, mais on sait bien, et je pense que j'ai parcouru rapidement, c'est pareil sur l'irrigation. La question, c'est pas forcément du zéro irrigation, c'est de savoir la quantité, où et quand et pour qui. Voilà. C'est un peu le même type de raisonnement. Alors, on va passer... bon, on va passer là. On va passer ça. Carré. Alors, donc, c'est un long préambule, mais bon, je suis là, je ne peux pas faire autrement que d'écouter. Et j'en viens maintenant à Tifa. Alors, Tifa, un petit peu comme je l'ai dit, il part de cette courbe de rendement des engrais, et c'est un scénario qui questionne des hypothèses sur l'avenir, parce que je suis agro, et en agro, les rendements, c'est super important, c'est la base de tout. Les rendements végétaux, c'est la production végétale, c'est la production animale. Donc ça, je vous l'ai déjà montré, Agnès, merci. Voilà. Quand on regarde des prospectives, ça j'ai déjà évoqué, alors je l'ai appelé ça comme ça, la promesse techno-smarto-conventionnelle. Alors le mot smart, hein, ça vient, donc ça veut dire intelligent. Quand vous avez eu l'avant-dernière réforme de la PAC, la Commission européenne nous a vendu l'agriculture smart, intelligente. Donc on comprend que l'autre, elle n'est pas smart, donc elle est débile. Donc moi je m'inscris dans l'agriculture débile. C'est un peu débile, je suis d'accord. Bon, donc, mais chiffre à l'appui, si ça vous intéresse de décortiquer les prospectives dont je vous ai parlé, la première chose à faire, vous allez regarder, vous dire quelles sont les hypothèses de rendement. Donc, l'immense majorité, c'est ça. Deuxième anticipation du futur, c'est ce que j'ai dit, c'est je ne sais pas quand, je ne sais pas, même pas si, mais j'ai quand même beaucoup de raisons de penser qu'en tout cas, je suis autorisé à mettre sur la table que les rendements peuvent baisser. Voilà, c'est une hypothèse qui est robuste et qu'on va avoir du mal à me... Et donc, si on suit ça, Agnès, ainsi, le raisonnement qu'on fait, c'est de dire oui, par rapport à cette question de productivisme, je reviens à mon maire sur son périmètre de captage, ok, moi ça fait 30 ans qu'on me dit l'agriculture et l'environnement et la productivité, on peut les combiner, ça fait 30 ans que je dis non, apportez-moi une preuve, j'ai aucune preuve. Par contre, ce que je vois, c'est que les critères, les systèmes qui sont les plus performants d'un point de vue environnemental, ils sont effectivement moins productifs, je pars de ça, et je dis, ça, c'est une manière d'avoir une robustesse à la fois agronomique et une robustesse écologique. Donc on va retrouver l'agro-écoterrorisme. Et donc, conceptuellement, c'est le cœur de Tifa, c'est ça. Je crois pouvoir dire que, pour l'instant, je regarde les scénarios, évidemment, quand ils sortent, on les regarde. Je crois que c'est le seul scénario qui fait cette hypothèse.
ce qui, moi, me questionne énormément. Et ce scénario, il est là pour éviter un troisième scénario, qui est, Agnès, merci, non, normalement, bon, peu importe, qui est, j'ai merdé, qui est l'effondrement, c'est la morue. Il n'y a plus de rendement, donc il n'y a même plus d'économie, on ne se pose même plus la question de est-ce qu'on importe du cochon de Pologne ou pas, de toute manière, on ira chercher le dernier cochon, le plus riche ira chercher le dernier cochon là où il sera. Donc, voilà conceptuellement le cœur du truc. Alors, on arrive à la modélisation, je pense, j'espère. Non, pas tout à fait. Parce qu'avant de modéliser, il faut paramétrer. Et il faut regarder quels sont les leviers, sur quoi on joue, etc. Qu'est-ce qui est important. Intellectuellement, encore une fois, j'ai feuilleté super vite votre proposition, mais vous avez fait ça, quoi. Les constats, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les dynamiques, et sur cette base-là, comment on a mis les choses, et qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est quoi le système alimentaire européen? Alors déjà, l'échelle européenne, c'est important. Parce que ça, c'est plutôt une chance. C'est qu'à une grosse exception près, qui est le soja sur lequel je reviendrai, le système alimentaire européen est plutôt bouclé à l'échelle européenne. Grosso modo, on mange ce qu'on produit en Europe et on produit ce qu'on mange en Europe. Vous avez des flux qui sortent, il y a un gros flux qui rentre qui est le soja, sur lequel je vais vous parler. Ça, c'est quand même une chance. Parce que si on était l'Angleterre du XVIIIe ou du XIXe siècle où tout est importé, en tout cas, ça serait un tout autre raison. Donc, là, on essaie de regarder le métabolisme de cette ferme et de ce système européen. Alors, les différents constats. Agnès, merci. Donc, déjà, celui-là, vous l'avez peut-être déjà entendu, l'usage des céréales. Donc, l'image de la production des céréales qui est là pour le pain noble, nourrir le bon petit écolier français qui va partir en culotte courte avec sa tartine, etc. Bon, non, la majorité, c'est quand même plutôt pour nourrir des cochons et des volailles. Et puis, un peu de vaches aussi, il faut le dire. J'aime bien les vaches, mais j'aime pas toutes les formes d'élevage. Enfin, j'aime pas. Des critiques envers pas mal de formes d'élevage. Donc voilà, premier chiffre. Deuxième chiffre, non, pardon, ça j'ai dit sur les systèmes d'élevage. Ce qu'il faut bien voir, c'est que d'un point de vue historique, c'est extrêmement important, ce développement des rendements. C'est-à-dire qu'on peut raconter les choses d'une manière simple. Je vais proposer le terme de céréalisation de l'élevage. En fait, la hausse des rendements qui s'est passée jusqu'aux années 90, puis après on est allé chercher de toute manière les céréales ailleurs, on est allé chercher en Ukraine s'il le faut, elle a été la condition technique initiale nécessaire au développement de l'élevage industriel. Si vous n'avez pas cette disponibilité en grains, vos cochons, vous les nourrissez avec des coproduits, des sous-produits, vous avez une basse-cour, etc. Vos vaches, vous ne les nourrissez pas à ça parce que vous n'avez pas tout simplement assez de grains. D'ailleurs, dans les années 50, beaucoup du grain, je dis ça, beaucoup de grains étaient destinés au chevaux. Un tiers des grains dans les années 50 étaient destinés au chevaux. C'était déjà pétrole contre nourriture. Donc, le lien entre la production végétale et la production animale industrielle, il est extrêmement fort. Bon, dans votre zone, là, je pense que ça commence à clignoter en me disant pourquoi on met tout ça. Pourquoi ça sert Agnès, merci. J'en ai parlé. Le soja. Alors, le soja, ça représente à peu près l'équivalent de 1/5 des surfaces européennes qu'on importe, donc c'est absolument énorme. Et donc, je vous ai dit que l'Europe était... non, j'ai dit qu'on mangeait à peu près ce qu'on produisait en Europe, mais c'est hétéronome. Il faut importer, et ça, c'est Agnès, merci. Ça, c'est un calcul qu'on a fait après 2018. Quand on regarde ce que ça veut dire en calories, en fait, l'Europe, contrairement à une image extrêmement répandue, l'Europe est importatrice nette de calories. Donc l'Europe pèse sur la sécurité alimentaire mondiale. Là, le maire, j'aimerais bien avoir le maire sur le périmètre de captage pour lui dire, attends, ok, détends-toi. Et quelle est la cause du problème? La cause principale du problème, c'est les deux puces d'un, c'est cet élevage industriel. Donc, la production animale est un énorme problème macro, parce qu'on produit on produit beaucoup de céréales pour nourrir des animaux, et on importe beaucoup de soja pour nourrir ces animaux. Donc si je devais résumer TIFA, c'est je baisse les rendements en retirant la fraction d'élevage industriel qui crée cette demande, entre guillemets, en produits végétaux.
c'est très simple d'un point de vue dans les grandes cultures. Et tout ce que je vous raconte, vous pouvez le décliner à la fois sur la production végétale et sur la production animale. Et puis, ce développement d'agriculture industrielle dans les deux volets, c'est tout ce qu'on a dit sur les écosystèmes, sur le bien-être animal, la santé humaine, le métier d'agriculteur de paysan, parce que ça coûte de plus en plus cher, et ça coûte de plus en plus cher. En capital, en charge opérationnelle, etc. Donc, ça, c'est un peu le point de départ, notre analyse. Bon, je pense que vous y retrouvez largement, enfin, j'espère en tout cas. Alors, sur cette base-là, on modélise, on se dit, voilà, on voudrait autre chose, avec des rendements, etc. Comment on s'y prend? Donc, on fait les jeux d'hypothèses qui permettent de paramétrer. Donc, derrière chacun de ces trucs-là, vous avez des fichiers Excel avec des paramètres qui valent ce qu'ils valent, comme tous les modèles. Moi, je pense qu'on est à 30-40%. Si on est bon à 30-40% près de marge d'erreur, c'est déjà pas si mal. On a fait d'ailleurs des tests de sensibilité. Donc, premier jeu d'hypothèse, la gestion de la fertilité au niveau territorial. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus d'importation de soja, puisque ce soja, il importe de l'azote, le soja légumineuse, riche en azote, protéines, qu'on retrouve dans les déjections et qu'on retrouve dans les algues en Bretagne. Donc, boucler les flux d'azote au niveau territorial. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire des rotations qui intègrent des légumineuses à l'équilibre. Et puis, ça veut dire des transferts de fertilité. C'est la diapo que j'ai passée un petit peu vite. Mais les légumineuses en rotation, vous avez un problème agronomique, c'est que dans la plupart des cas, si vous avez trop de légumineuses, vous avez trop d'azote, vous avez des maladies, c'est un peu compliqué. Donc, ce qu'il y a de cool, c'est d'importer de l'azote qui est dans ces prairies. Et les prairies extensives, comme je vous l'ai dit, elles sont plutôt favorables à l'expression de légumineuses, donc spontanées. Donc, vous avez des transferts de fertilité qui peuvent se faire, qui étaient la base de la polyculture élevage pendant des millénaires, des siècles, avec la première révolution. Donc, gestion de la fertilité. Deuxième point, abandon des pesticides. Ça, c'est un point sur lequel on a beaucoup discuté. Est-ce qu'on est réaliste en se disant ouais, l'abandon des pesticides à l'échelle européenne, c'est quand même un peu balèze? Oui, c'est complètement balèze. Le truc, c'était un scénario impossible. D'un autre côté, encore une fois, si je suis sérieux sur la biodiversité, je n'ai trouvé, et je pense que personne ne trouvera jamais une publication qui dira quelle est la bonne dose de pesticides qui permet d'avoir une riche biodiversité. Personne ne fera ça. Ça n'existe pas. Parce que les écologues, ils se rendent compte que même des microdoses de biodiversité combinées aux effets cocktails, ça va avoir des impacts, etc. Et on n'a pas de modèles, on a des modèles expérimentaux à mettre en œuvre. Je pense que le temps qu'on mette en œuvre ces modèles, on aura bousillé toute la biodiversité pour arriver à la conclusion, avant c'était planté parce qu'on pensait que pour les agronomes de service, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Je pense qu'il y a eu un cadre conceptuel qui est but l'azote, où il y avait la question de la juste dose de l'azote, où on apporte l'azote qui permet de faire pousser la plante, et on n'a pas de perte d'azote dans le milieu, ce qui est vrai. Et ce qui a permis, en fait, la gestion de l'azote s'est beaucoup améliorée en France et en Europe. Beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient. Et je pense que les agronomes, historiquement, ils ont raisonné comme ça, et ils ont calqué ce modèle aux pesticides, sans se rendre compte que ça n'avait rien à voir, parce qu'un pesticide, ça restera toujours dans le milieu, sous une forme dégradée. Donc, hypothèse, plus de pesticides de synthèse. On pourra discuter peut-être comment tout le monde se. Et donc, les rendements deviennent ceux de l'agriculture biologique. Alors, notre but, on n'était pas payé par la FNAB ou par l'IFOAM au départ, mais c'était de se dire, d'ailleurs, il y a des choses qui vont un cran plus loin que l'agriculture biologique, mais on retrouve quand même ce fait quand même qui n'est pas tout à fait vrai dans l'agriculture biologique. On a l'impression que, ouais, c'est pas vrai. Il y a des défauts, enfin, voilà, sinon on va exploser le temps. Troisième, donc les rendements, on a pris des rendements, encore une fois, on prend ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est une question très compliquée, de savoir de combien en moins sont les rendements des différentes cultures. Et vous avez des études qui ont fait ça, on a mobilisé l'étude de référence, qui compare tous les rendements en Europe entre conventionnel et biologique, et puis on arrive à des pertes qui sont entre 25, 30, on doit peut-être arriver à 40% pour certaines cultures. Donc moins de production, je reviens à ce que
Troisième hypothèse de redéploiement des prairies naturelles. Alors, redéploiement, ça veut dire qu'on les réintroduit dans certains espaces où elles ont disparu pour ces questions de transfert de fertilité. Et c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus dérangeant, c'est que dans certains d'autres espaces qui se sont spécialisés en herbe, on envisage un retour d'une forme de polyculture. L'exemple que je prends toujours, c'est celui du Doubs. Aujourd'hui, c'est une monoculture d'herbe, et il y a 40 ou 50 ans de ça, vous aviez encore des cultures, et d'un point de vue écologique, c'était plutôt pas si mal, justement, pour plutôt exporter les prairies. Quatrième hypothèse fondamentale, c'est l'extensification de l'élevage, qui doit pouvoir se nourrir de ces prairies qui sont, vous avez compris, qui sont pas fertilisées, donc à la fois pour les ruminants et pour les granivores. Et puis, ce qui en découle, c'est l'adoption de régimes alimentaires, parce que sinon on va retomber dans exactement la publication que je citais sur pourquoi l'agriculture biologique est le meilleur ennemi de la planète. Si on ne change rien, si on fait juste que baisser la production, on va dans le mur. C'est évident. Donc, notre modèle, ça c'était une des gros challenges, c'était de boucler entre ce qu'on peut produire, ce qu'on veut produire, notamment avec les prairies, et ce qu'on doit manger là-dessus. Donc cet ajustement entre les deux paramètres. Et puis dernier point de modélisation, mais qui a une grosse conséquence politique en vérité. À quoi on priorise nos fonctions de production? Premièrement, on nourrit les hommes. Deuxièmement, on nourrit les animaux. Et s'il en reste, on en met dans les méthaniseurs. Mais il ne reste pas. Donc ça c'est... alors, je vais mettre un petit peu les pieds dans le plat, je suis passé très vite. Dans les premières diapos, il y avait un scénario, After 2050, de Solagro, qui met pas mal de biomasse dans les méthaniseurs. Si vous décortiquez Solagro, After 2050, il y a plus de biomasse qui est mobilisée par l'agriculture en 2050 qu'en 2010. Donc, c'est plus compliqué que ça en a. Donc là, c'est sûr que je mets les pieds dans le plat, je suis sûr qu'il va y avoir un débat là-dessus, mais c'est un point important. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oui, alors on peut les traduire comme ça, c'est une traduction visuelle, parce que vous l'avez compris, la dimension paysagère, si on parle de biodiversité, je pense que l'écologie du paysage est une super entrée, très concrète. Donc voilà ce que ça donne. Je peux vous dire que pour trouver un truc de bouffe qui a l'air sympa, avec un bout de bidoche, c'est pas facile. Il faut y aller. Alors peut-être qu'il y en a, voilà. Bon, donc on change. Alors qu'est-ce que ça donne de changer la bouffe? Alors ça donne ça. On mange plus de céréales, on mange pratiquement autant d'oléagineux, c'est-à-dire tous les corps gras, toutes les huiles, etc. On mange beaucoup plus de fruits et légumes. Donc on l'a passé, notre régime, on l'a passé à la moulinette des recommandations alimentaires avec des normes. J'en profite pour dire que c'est un point qui est très important. Il n'y a pas une seule manière de bien manger. Il y a beaucoup de débats, on va pouvoir s'engueuler sur il faut manger ci, il faut manger ça. On peut avoir raison de différentes manières. Donc ça, c'est un régime alimentaire parmi d'autres possibles. C'est le seul qui est compatible avec nos hypothèses, mais il y aurait d'autres régimes alimentaires qui seraient chouettes d'un point de vue nutritionnel notamment. Alors, plus de fruits et légumes, moins de sucre, et puis vous vous en doutez, ce qui change beaucoup, c'est tous les produits d'origine animale, avec ce que je vous ai raconté. Agnès va zoomer sur ce qui se passe sur les produits d'origine animale. Donc là, vous avez en 2010 la situation actuelle en Europe. Alors la France, ça change un petit peu. On mange historiquement, on mange plus de bœuf que les autres pays. Donc en rouge foncé, c'est la viande du ruminant. Donc bœuf, agneau, mais enfin agneau, c'est pas grand-chose. En rose, c'est les viandes de granivores, porc et volaille. En jaune, c'est les œufs. En bleu très très clair, c'est les produits laitiers. Et dont on ne parle jamais d'ailleurs. On dit toujours manger moins de viande. Le lait aussi, c'est une question. Les produits laitiers. Et en bleu un peu plus foncé, ce sont les poissons. Alors, notre modélisation, c'est le scénario agroécologique. Vous voyez, il y a un peu moins de viande de ruminants. Évidemment, qui choque beaucoup de personnes, parce que, je sais ce que je vous ai dit, les ruminants, ça n'a pas très très bonne presse d'un point de vue climatique. Encore quand même de la viande de granivore. Alors déjà, deux constats là-dessus. Je ne sais pas si vous aviez forcément, enfin je ne l'avais pas en tête non plus,
En fait, en Europe, on mange quand même beaucoup de poulet de porc et pas tant de viande de ruminant que ça. Je ne dis pas que c'est un but, hein. Encore une fois, je ne suis pas payé par Interbev. Je ne sais pas du tout mon propos, j'espère que vous comprenez bien ça. Hein. Moi, mon truc, c'est les paysages, c'est ça. Mais dans les paysages, il y a des ruminants, si on veut de la biodiversité. Tiens, petite incise, comme en Afrique, dans les paysages de savane, il y a des ruminants sauvages. Et il y a des calculs qui ont été faits, en fait, pour avoir la même structure de paysage avec des ruminants sauvages ou des ruminants domestiques, en fait, vous avez les mêmes émissions de méthane. La nature émet du méthane. La nature émet du méthane. Paysage ouvert et les herbivores émettent du méthane. Bon, voilà, en tout cas. Et puis, j'ai mis un autre scénario qui s'appelle l'intensification durable, qui est un scénario qui est porté par un groupe qui s'appelle Eat-Lancet et qui a essayé de se poser la question de quelle est la diète, le régime alimentaire qui est durable à l'échelle mondiale. Alors, comment ils ont fait? Ils ont fait un raisonnement aussi pratiquement que ceux qui raisonnent sur le carbone. Ils ont pris toutes les métriques carbone ramenées par kilo de produits. C'est-à-dire en se disant, ben, 1 kilo de bœuf, ça émet tant d'équivalent CO2. 1 kilo de volaille, ça émet tant d'équivalent CO2. 1 kilo de porc, etc. Indépendamment des volumes totaux de produits. Et donc, ils arrivent à quelque chose où il y a, alors déjà beaucoup moins de viande, ça on est d'accord, beaucoup moins de produits animaux. Alors, c'est au niveau mondial, c'est pas tout à fait comparable, hein, en vérité. Mais pratiquement plus de viande de ruminants. Si on doit manger de la viande, c'est de la viande de poulet et de porc. Là, les Bretons, je pense qu'ils adorent ce scénario. Parce que le message, ces élevages intensifs, c'est cool pour la planète. Ça, je peux vous dire qu'on a travaillé avec eux. Ils appuient dessus. Hein. La meilleure viande, c'est la viande de poulet industrielle. Et plus votre poulet est abattu jeune, et plus il a une sélection génétique pour valoriser du soja et du maïs, meilleur il est pour la planète. C'est la réalité des calculs théoriques dont je vous parle. Un peu d'œufs et beaucoup de produits laitiers. Alors, le rapport entre viande et produits laitiers, ça ne peut pas être secondaire, en fait c'est absolument déterminant. Parce qu'une vache, qu'elle produise 5000 litres ou 10 000 litres de lait, elle va produire un veau et grosso modo la même quantité de viande par an. Donc un très bon indicateur de l'intensité de votre élevage, c'est le ratio entre la coproduction de viande que vous avez et la production de lait. Et donc les systèmes laitiers extensifs produisent relativement beaucoup de viande. Alors, on pourra avoir le débat sur est-ce qu'on est obligé de tuer les animaux. Si on ne les tue pas, il faut les élever, ils seront dans le paysage, et la question va quand même se poser. Et donc ce scénario d'intensification durable, c'est des vaches, je pense, à 50 minutes de lait. Pas fait le calcul, mais c'est ça que ça veut dire. Donc vous voyez que tous les termes de l'équation sont un peu compliqués, et Agnès, merci, parce que c'est là. En fait, encore une fois, le message de TIFA, c'est il faut parler de la viande, absolument, il faut parler de la viande, mais il faut aussi parler du lait. Parce que, en fait, aujourd'hui, en Europe, les systèmes de ruminants qui sont les plus problématiques pour l'environnement, c'est plutôt la production laitière, dans son évolution, que la production de viande. Et donc, il faut prendre en compte les deux, et d'une manière équilibrée, et c'est ça qui permet de boucler sur la question des prairies et de la biodiversité. Donc c'est ça qui est derrière toutes ces hypothèses. Alors une fois qu'on a fait tout le boulot, on a passé le col en vélo, là on descend et on a fait le plus dur d'une certaine manière. Alors qu'est-ce que ça donne comme résultat, Agnès, merci. Alors ça donne beaucoup moins de production, là c'est là que le ministère de l'Agriculture ou les syndicats agricoles dominants ont des frissons, parce que baisser quand même, de dire qu'on baisse de 30% en moyenne la production végétale et de près de moitié de la production animale, c'est pas évident. Même à je pense que c'est pas évident. Mais évidemment, c'est pas les mêmes productions. Alors une fois qu'on a ça, on a fait le plus dur. Donc Agnès, merci. On a une alimentation qui est plus saine, à la fois en termes d'équilibre, les fibres, etc. Et puis quand même, c'est pas rien. C'est plus de pesticides de synthèse. Merde, quand même, il faut le rappeler. Si je dis ça, c'est que vous avez des tas de publics qui vous disent quelle est la meilleure alimentation pour le climat, et on ne dit rien sur les pesticides, alors que c'est quand même majeur. Deuxième point fort, la biodiversité et les sols au cœur, pratiquement par construction dès le départ. Troisième idée, c'est la compatibilité avec le bien-être animal, pour deux raisons. C'est que, si on produit moins, on a plus, il faut plus ces fermes usines. Et deux, j'en ai pas parlé, mais vous l'avez compris, c'est qu'on a aussi une géographie de la production, une déspécialisation
de la production végétale et animale, contraire à une intégration qui devient beaucoup plus forte. Et donc, on n'a plus des fermes-usines qui sont dans certains coins d'Europe, l'élevage est beaucoup plus réparti. Donc ça, c'est pas une garantie en soi du bien-être animal, par contre, c'est des conditions tellement plus favorables que ça va quand même énormément dans le bon sens. En plus, les ruminants sortent plus, mais ils sont beaucoup plus à l'herbe, vous l'avez compris. Troisième idée, non, pas très rare, Agnès, merci. On y va. Ouais, ah, d'accord, oui, merci. Alors, je ne suis pas passé, mais on a quand même, malgré le maintien des ruminants, on a une baisse calculée de 40% des gaz à effet de serre en équivalent CO2. C'est pas mal quand même. Et pourquoi ça? Parce que vous avez tous entendu parler du méthane comme gaz à effet de serre. Alors, qui peut me citer l'autre gaz à effet de serre dans l'agriculture? Le protoxyde d'azote, qui est associé aux engrais azotés. On retrouve ces engrais azotés. Il y en a un qu'on n'a pas perdu. Voilà. Alors, je ne sais pas comment je vais le prendre. Je rigole. Oh là. Ouais, le protoxyde d'azote, c'est pratiquement en équivalent cas CO2, point sur lequel on pourrait discuter des heures, c'est pratiquement la même chose que les vaches. Donc nous, notre scénario, il gagne sur le protoxyde d'azote. Ce qu'il y a de cool, c'est que le méthane, ça dure 12 ans dans l'atmosphère. Voilà, et le protoxyde d'azote, ça dure 120 ans dans l'atmosphère. Donc nos petits-enfants, là on parlait d'élévation des niveaux de la mer, c'est beaucoup plus important d'agir sur le protoxyde d'azote et sur le CO2, qui dure des milliers d'années dans l'atmosphère, que sur un gaz à effet de serre à durée de vie. Donc on gagne là-dessus, et on gagne évidemment sur la déforestation, puisque notre première hypothèse, c'est qu'on arrête d'implanter du soja. Agnès, voilà. Donc, comment on arrive à tout ça? 2 fois moins de produits animaux, mais pas n'importe quel produit animaux. Donc, notamment, si je dis ça, c'est qu'on s'inscrit complètement dans le discours « faut manger moins de viande », mais on met tout de suite un gros bémol en disant « ça dépend de quelle viande ». Et il y a presque un acte citoyen, je vais aller jusque-là, qui est de manger de la bonne viande. C'est-à-dire que si plus personne ne mange de la bonne viande, eh ben, les prairies elles seront plus larges. Donc, ça complexifie un petit peu les choses. Alors la bonne viande, j'ai insisté sur la viande de ruminant parce que c'est la plus facile, mais vous avez aussi de la bonne viande de granivore qui peut recycler des déchets, qui va jouer son rôle de transfert de fertilité. Par contre, encore une fois, je le répète, pas beaucoup de production de biomasse. Et notamment, voilà, encore une fois, et je le répète, les méthaniseurs, ils ne sont pas tellement compatibles avec ce scénario. Je le dis aussi d'un point de vue socio-économique. Enfin, il suffit de regarder ce que c'est qu'un méthaniseur en vrai. Hein. C'est quand même des millions d'euros, c'est des tonnes de béton, des tonnes de machin, etc. Enfin, ça colle pas très bien avec l'agroécologie. Je suis désolé, d'un point de vue socio, ça coûte tellement cher. Voilà, j'ai beaucoup parlé. En fait, j'aurais des tas de trucs à dire sur le volet socio-économique. Je peux m'arrêter là, après avoir parlé pas mal de techniques. C'est bon. J'en ai encore pour, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure, mais peut-être qu'il y avait déjà beaucoup d'infos, peut-être des questions. Ah bon, merci. On y va sur socio-éco ou pas? Ouais. Ça explose pas la table ronde, ça va. Des prédateurs d'information, c'est ça. Beaucoup de connaissances. Alors, le volet socio-économique qui est dans le bouquin à vendre au prix de 23 € et qui sera dédicacé à la sortie du truc. Et je dois gagner à peu près 15 centimes par ouvrage, donc je suis très détendu si vous ne l'achetez pas. Alors, les questions qui sortent, enfin, légitimes d'ailleurs, qui sont sur ce scénario. Alors, le premier, c'est mon maire. Du périmètre de captage, c'est vous allez affamer le monde. Parce qu'il est bien connu que l'Europe nourrit le monde. Alors donc, non, le monde nourrit l'élevage industriel de l'Europe, mais c'est pas complètement faux non plus de dire qu'il y a des parties d'élevage, enfin oui, d'abord, il y a des poulets qui sortent d'Europe, et donc, là, c'était assez pratique, parce que
dans l'équipe d'études, c'est bien de bosser avec des gens de Sciences Po, ils ont des bonnes entrées, et ils avaient des entrées avec une équipe de modélisateurs qui se posent exactement ces questions de la sécurité alimentaire mondiale, en modélisant, pareil, hein, ça s'appelle Agrimonde, et ils ont des blocs, l'Asie, l'Afrique subsaharienne, le machin, etc. Puis ils disent, ben voilà, quelles sont les projections de population à l'horizon 2050, quelles sont les hypothèses de productivité, de machin, machin, machin. Donc ils avaient déjà leur modèle. Et puis c'était très pratique parce qu'ils avaient une brique qui était l'Union européenne, qui était exactement celle de TIFA. Donc on pouvait sortir la brique, rentrer TIFA et voir ce que ça donnait. Et en fait, c'était très très simple parce que tout était dit, quand je vous ai dit, l'Europe importe des calories, donc c'est ça que montre ce graphe. En important des protéines, on importe beaucoup de calories. En fait, ben, à partir du moment où l'autonomie en protéique, on vise à l'échelle européenne, réduit la pression sur le reste du monde, ben on gagne au niveau mondial. Donc l'agroécologie réduit la pression sur le reste du monde, donc contribue plutôt davantage à la sécurité alimentaire mondiale. D'où ça vient? Ça vient du changement de comportement alimentaire, encore une fois. Ce n'est pas le volet production qui est en jeu, c'est le volet consommation et adéquation avec la production. Donc voilà ce que ça donne, voilà, le raisonnement. Il y a une, vas-y Agnès, c'est une autre manière compliquée de dire ça, mais vous avez le raisonnement. On a fait deux hypothèses, est-ce que le reste du monde devient agroécologique ou pas, et ça change un petit peu, mais... Alors, une autre idée qui est aussi importante dans TIFA d'un point de vue socio-économique, dans le rapport, on pointe cette idée du pisanisme, je ne sais pas si... et qui est très très présent dans tous les discours agricoles, c'est de dire en fait, il faut un petit peu de tout. Il faut un peu de tout, il faut de la bio pour la bio, il faut de la merde pour ceux qui n'ont pas d'argent, il faut du milieu de gamme pour ceux qui sont entre les deux, etc. Et on va organiser un partage des parts de marché et du territoire pour faire tout ça. Alors, d'un point de vue sociologique, ça renvoie à des schémas et des clichés qui sont extrêmement forts. Il y a les bobos qui sont responsables, et parce qu'ils ont du fric, ils peuvent s'acheter des beaux fruits et légumes. Donc ça passe par des AMAP, des circuits courts, c'est des gens, c'est des pubs pour la BNP avec des soleils couchants absolument radieux. Donc ça c'est l'agroécologie, puis en face on en parle pas trop. Donc l'hypothèse qui est faite, c'est que si on veut de la biodiversité, il faut changer d'échelle. Et si on est radicaux dans nos hypothèses, ce n'est pas un partage du territoire qu'il faut. Parce que même si on fait 50% du territoire en bio et 50% du territoire en pas bio, en fait, les transferts d'impact, à moins de faire ça à l'échelle continentale, les transferts d'impact au niveau des territoires, ils sont là. C'est-à-dire que si vous avez des pesticides, les pesticides ou les nitrates, ils vont se balader. Moins si c'est plus extensif, on est d'accord, mais si je suis vraiment exigeant sur la biodiversité, je suis obligé d'avoir une hypothèse qui est... Donc ça reconfigure toute la chaîne de valeur et ça amène à sortir de sortir des schémas actuels de la chaîne de valeur qui sont effectivement organisés pour une fraction, si je parle de l'agriculture biologique ou des produits de qualité, du label rouge pour certains produits de viande, ça me force à sortir de l'organisation de ces chaînes de valeur telles qu'elles sont aujourd'hui, puisque je passe en masse. Agnès, merci. Et sachant que si aussi on essaye d'intégrer des enjeux socio-économiques, aujourd'hui on est sur l'image que je trouve à la fois pas complètement débile mais quand même très très problématique du consommateur, hein, vous avez tous entendu de ça, c'est-à-dire qu'il faut le vouloir, quoi. Mais ceux qui ne veulent pas, on ne peut pas leur en vouloir s'ils n'en veulent pas. Tout le monde n'aime pas cuisiner, etc. Donc ça c'est la première idée. Deuxième idée, à mon avis, qui va peut-être être matière à discuter, c'est le culte du local. Alors nous, dans le rapport, on discute vraiment ce culte du local, pour deux raisons. Alors la première, c'est que moi, ça m'est venu dans ma carrière d'un collègue écossais, qui me dit, moi je fais de la super viande avec des super paysages, c'est quoi mon circuit local ? C'est quoi mon circuit local? Donc, si on veut qu'en Europe, il y ait des paysages dans des zones à très faible densité de population, qui sont souvent des zones extensives, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de la production qui est là. Donc déjà, ça pose
Et deuxième enjeu, à mon avis, qui n'est pas du tout négligeable, c'est qu'on sait qu'on va vers de plus en plus de variabilité de production, etc. Et d'avoir des circuits alimentaires qui sont organisés à des niveaux un peu plus que supralocal, c'est pas une mauvaise chose. On en parlait juste après la pause. Évidemment, un camion de tomates qui fait 3 fois l'aller-retour entre le Pays-Bas et le machin, etc., c'est complètement débile. Vous voyez de quoi je parle. Mais d'avoir une logistique un peu à grande échelle qui peut nourrir des villes, c'est quand même pas débile. On sait bien que les ARA, ça ne le fera pas. Il ne faut pas se la raconter. Je suis, encore une fois, très très favorable aux AMAP. Mais il faut penser à un changement d'échelle. Donc, là, je n'ai pas la... pareil sur la taille d'exploitation. Je n'ai pas la clé, mais on a essayé d'avoir une formule qui résume ça. Agnès, merci. C'est, alors c'est l'anglais, small and medium is beautiful. Beautiful, pardon. Et donc, c'est cette... et conceptuellement, ça permet de monter en échelle. Alors, des exemples, là, c'est... Encore une fois, c'est plus intuitif, mais je pense que c'est important. Des exemples, moi je suis assez frappé par le fait que des laiteries, par exemple de taille moyenne, qui ne sont pas des trucs gigantesques, en vérité ça peut approvisionner des villes ou des régions. Donc à partir d'outils industriels qui sont pas si gros que ça et qui sont à l'échelle d'un territoire, eh ben, on peut envisager des circuits alimentaires qui sont... Une fois que j'ai dit ça, je ne dis pas beaucoup plus, mais je pense que d'un point de vue politique, ça permet quand même d'ouvrir un peu un champ des possibles sur les recherches de partenariat, les manières de penser les choses. Donc ça, c'est des idées. Ouais, on va passer ça, sinon je vais... Merci. Alors, on a essayé de rendre cette idée en paysage. Voilà ce que ça donne pour un paysage qui est... on a pris du Google Earth du nord de la France, ça, je crois que ça va être près de Metz. Et donc on a essayé de représenter les choses pour avoir, parce que encore une fois les paysages, voilà ce que ça pourrait donner du côté production, et Agnès merci, et du point de vue chaîne de valeur, on met des, voilà, conceptuellement ça nous semble important de parler de personnes qui ont des contenants et des charlottes, qui ont des grandes cuves en inox, des petits camions, des usines de compostage, etc. Voilà. Donc sortir de cet imaginaire uniquement local, je pense que le local a toute sa place, mais il faut dépasser ça si on veut. Alors après, je ne me souviens plus de ce que c'est, ah oui, ça c'est important, c'est sûr, évidemment. Maintenant, sur les paysans et les agriculteurs. Alors je me réfère à cette étude qui a quelques années, mais que je trouve hyper intéressante, alors qui va parler aux profs de gestion, aux anciens profs de gestion dans lycée agricole qui sont dans la salle. Ce graphique, il dit, en abscisse, vous avez les exploitations danoises par nombre de vaches. Donc les petites, elles ont moins de 100 vaches. Bon, au Danemark quand même, il ne faut pas rigoler. Entre 100 et 200, 200, 300, 300, 400 et 400 et plus. Et puis, vous avez en abscisse le revenu, soit positif, soit négatif, avec en bleu foncé le tiers qui gagne le plus d'argent, en bleu clair ceux qui perdent le plus d'argent, et en gris le tiers qui est entre les deux. Alors qu'est-ce qu'on voit de ce graphique? Il est hyper intéressant, le graphique. Alors on voit Agnès, je t'en prie, il n'y a pas de problème. Effectivement, les profits maximaux sont dans les grandes fermes. Les plus grosses bagnoles, ce sera au Danemark et en France, ce sera dans ces fermes-là. Il ne faut pas se la raconter, ça peut marcher. Deuxième idée qu'on voit, qui est importante, Agnès, merci, c'est que les profits ne sont pas proportionnels à la taille. C'est-à-dire qu'une ferme qui est 4 fois plus grande, elle ne gagne pas 4 fois plus d'argent ou encore plus. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement ce qu'on appelle des économies d'échelle. Ça coûte de plus en plus cher de faire, même pour gagner du fric, ça coûte de plus en plus cher. Troisième idée, je pense que vous voyez venir, je pense que vous avez tous été frappés par ce que perdent les plus grosses fermes. Et donc ça, je pense que ce schéma, il est génial en réalité, parce qu'il raconte de manière très synthétique, à la fois pourquoi il y a des gens qui peuvent effectivement croire à une forme d'agrandissement et de progrès technologique, etc. On ne peut pas leur donner tort sur la partie bleu foncé, mais si on les ouvre, on voit tous les progrès de l'agriculture. Donc si je résume, 2050, on n'a pas modélisé, je pense que ça serait
tellement compliqué de le faire avec des prix, des aides, etc. Mais, ouais, ça je l'ai déjà dit, ce qu'on peut modéliser, c'est de se dire, si je réalloue les vaches qui sont dans les fermes les plus grandes, dans des fermes qui sont petites ou moyennes, bah, qu'est-ce que je gagne en intensité, etc. Donc, voilà des ordres de grandeur, de calcul de point de table, qui va ce qui va, Agnès, parce que je me souviens plus par cœur. Si on fait des hypothèses d'augmentation d'un revenu de 10% du prix des aides et de moins 10%, donc c'est pas énorme en fait, hein, on est sur des ordres de grandeur qui sont en fait explosés par ce qu'on a vu ces dernières années, eh ben, on peut gagner en redistribuant une grande ferme, 2 fermes moyennes ou 5 fermes plus petites. Bon, encore une fois, ça vaut ce que ça vaut comme valeur, par contre je pense que d'un point de vue du raisonnement, ça permet quand même de réfléchir. Je pense que voilà, ça c'est la dernière idée, après je vais m'arrêter. Il y a aussi la question du pouvoir d'achat et de la production, etc. Alors là, c'est des graphiques, ils parlent d'eux-mêmes, hein, c'est même pas la peine que je les commente, non? Non, je blague, je vois qui froncent les sourcils. Bon, c'est des graphiques qui ont été faits par un économiste anglais, il y a des très très bons économistes anglais, il y a des économistes anglais de gauche, hein, il y en a même pas mal en vérité, qui montrent la relation au cours du temps entre le rendement en céréales à droite et à gauche le prix des produits alimentaires. Et il montre qu'effectivement il y a une corrélation, c'est que plus on produit dans une agriculture de masse, plus les prix sont bas. En fait, le vrai facteur à chercher, il est sans doute pas tant sur les coûts de production, pour les raisons que je vous ai dit, mais sur les coûts d'organisation de toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire que c'est plutôt par le jeu des coopératives et des centrales d'achat et du poids de la GMS pour faire baisser les prix que ça. Mais sauf que pour avoir ces centrales d'achat, etc., il faut du rendement. Donc il y a bien une relation, mais elle n'est pas aussi directe que vous pourrez le voir. Donc, plus on a de production, plus les coûts sont bas. Et donc, bravo, plus les prix sont bas. Et ce que montre cet économiste, c'est le coup d'après, c'est, merci, c'est la corrélation entre ces rendements et ces prix et le gaspillage, donc à gauche, et les maladies, et notamment, là il a pris l'indicateur, l'obésité chez les... Alors je ne sais plus pourquoi c'est les femmes. Il doit y avoir une raison, mais... Bon, donc ça fait quand même réfléchir, et là ça débouche sur toute la question de la sécurité sociale et alimentaire, parce que c'est vrai que cette question quand même, elle est extrêmement prégnante, hein. On ne peut pas balayer d'un revers de manche cette question de l'accès à l'alimentation des plus pauvres, des moins privilégiés. Je ne vais pas parler de public. Mais là on voit qu'il y a quand même des leviers qui sont possiblement activés sur cette sécurité sociale alimentaire qui permet de redistribuer, sur les aides publiques. Hein, dans mon petit schéma là, sur les exploitations agricoles, en fait, ce qui fait l'équilibre économique et ce qui fait l'orientation d'une exploitation agricole, c'est certes le marché, mais c'est aussi les aides publiques. On le voit sur l'agriculture biologique, avec tous les problèmes qu'il y a, etc. Je retrouve, alors c'est juste, je ne vais pas ouvrir mes diapos là-dessus, mais sur les politiques publiques, il y a aussi quelque chose qui me semble hyper déterminant, c'est les normes, c'est-à-dire les normes et les labellisations. On le voit vraiment à l'œuvre avec l'agriculture biologique, avec un truc sur lequel, en général, on n'est pas très à l'aise, sur lequel on passe très très vite, qui est, on en parlait hier au lycée agricole, qui est la partie d'alimentation, comment ça s'appelle, d'alimentation durable dans les cantines avec les lois Egalim. Puis on dit, c'est bio, local, HVE, etc. Et donc, il y a une espèce de dilution de ce que c'est que la qualité alimentaire des produits, des modes de production, etc. On fait des équivalences avec des modes de production qui, en fait, n'ont rien à voir en termes d'impact, ni sanitaire, ni écologique, qui me semble tout à fait important. Il faut arrêter de dire que, je suis désolé, de dire que le local, c'est comme le bio. Il faut arrêter de dire que quand on voit un drapeau bleu, blanc, rouge dans un supermarché, on a l'impression de faire du durable. Non, si c'était le cas, la ferme France serait durable et il n'y aurait pas de problème de pollution. Donc, il faut être plus exigeant sur ça, et ça, c'est des enjeux de politique publique. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir...